Bonjour chers abonnés et amis de Denkmal. Eh oui, de nouveau devant un monument, un Denkmal. Nous nous trouvons au bord de la rivière la Liseine, à Chenebier et proche de Chaget, dans le département de la Haute-Saône en Franche-Comté, à l'ouest de Belfort, 2h40 à pied, et au nord de Montbéliard, 4 heures à pied. Ces deux petits villages, Chenebier et Chaget, ont bien entendu été aux premières loges de la guerre de 1870-71. Un monument aux morts y est dressé dans chaque village, avec comme particularité qu'ils contiennent des dépouilles de soldats français et prussiens ou badois. D'ailleurs, derrière celui de Chenevier, une plaque écrite en allemand qui rappelle qu'il y a des soldats allemands. Le monument de Chaget est particulier puisqu'il a une statue en bronze qui représente une femme qui tient le drapeau français et non pas un soldat comme cela est très souvent le cas. Ce n'est pas une Marianne. Elle est vêtue du costume traditionnel dit de Montbéliard et coiffée d'une diérie qui n'est autre que le vêtement traditionnel des protestants luthériens de la région et qui trouve ses attaches dans le Württemberg. D'ailleurs, la plupart des villages de la région ont un temple et une église. Plutôt une église et un temple, enfin. Notre bataillon de Maine-et-Loire, après la victoire du 9 janvier 1871, quitte Villers-Sexel le vendredi 13 de grand matin. C'est pas très bon, mais enfin. Courtin de Montreuil-sur-Loire, vous vous souvenez, a profité de ces 3 jours de repos ou d'attente des ordres pour écrire à Célestine par l'intermédiaire de son ami Montrieux d'Héréry. Montrieux a une toux d'enfer. Son secrétaire, Courtin, explique à Célestine que ce combat de Villers-Sexel a galvanisé le moral des hommes de la 4e compagnie, mais que le froid, l'humidité, la neige est de plus en plus difficile à supporter, que de nombreux collègues tombent malades. Il s'inquiète pour Célestine et espère que tout se passe bien au village et au château. Il rajoute dans sa lettre de bien saluer ses parents et les châtelains. Il s'inquiète de sa Célestine. C'est incroyable, malgré sa situation. Mais il rajoute « Je suis souvent de corvée et de garde, car un sous-officier m'a pris en grippe. Tu connais mon caractère. Je n'aime pas l'injustice. J'ai eu le malheur de critiquer un officier qui nous traitait comme des animaux. Mon ami Montrieux, qui est à la plume, est d'accord avec moi d'ailleurs. Il écrit encore « Les déplacements de village en village vont certainement reprendre depuis nos combats victorieux de Villers-Sexel. J'ai mal au guibole. » L'abbé Roy note d'ailleurs scrupuleusement ses déplacements dans son carnet. Villers-Sexel, Lémanie, ferme de Ruyet, samedi 14 janvier, église de Maufan, marche vers Chaget, Parliofan, dimanche 15 janvier, Belverne, lundi 16, Étobon. Et l'abbé Roy écrit « Attaque et succès à Chenebier ». Mais l'abbé reste modeste dans ses propos au sujet de Chenebier. Oui, il est important en effet de souligner et de compléter ses propos que le bataillon de Maine-et-Loire a participé à ces combats de l'extrême nord du dispositif allemand de Werder, soit pour les Prussiens à l'extrême droite de la ligne de défense renforcée. Oui, en effet, ils ont participé à une des seules victoires significatives de cette bataille de la Liseine ou bataille d'Héricourt. C'est dans ce secteur, à Chenebier, où l'église vient de sonner 13 heures, et Chavannes, Frayet, que le sort de la bataille, voire de la guerre, aurait pu basculer en faveur de la France. Ils ont en effet battu et mis en déroute les forces prusso-badoises de Denkenfeld et Keller, 2 généraux de von Werder.
Si cette victoire du 16 janvier avait été exploitée par la 2e division du 18e corps du contre-amiral Pénois et avec la 3e division du 24e corps du très jeune général Camille Crémer, les victoires de Chenevier ainsi que la prise d'une partie de Montbéliard qui étaient des signaux positifs. Et cela malgré le renforcement des positions de la ligne allemande le long de la rivière la Liselle, un excellent obstacle naturel où les pionniers de von Werder avaient l'ordre de régulièrement casser la glace. Autre difficulté naturelle, le talus de la ligne de chemin de fer de Montbéliard à Héricourt, qui longe également la Liselle. Sans oublier, bien entendu, les batteries d'artillerie. Sur les hauteurs de Châteauvillard pour défendre Chenevier et Frayé, au Mont-Vaudois pour tenir Héricourt et à Montbéliard aux mains des Prussiens depuis 1870, au niveau des Grands Bois ou batterie du Parc. Les effectifs, mais les effectifs étaient également en faveur des Français, 140 000 hommes contre 52 000 pour les Allemands. Ouh là là, ça souffle pas mal. Mais absence de communication, de renseignement, défaut très grave de logistique ou retard dû au monstre embouteillage ferroviaire à Clerval, seule gare terminus. Et sans quai de déchargement, comment voulez-vous décharger par exemple l'artillerie? Ni voie de dégagement pour les wagons, sans parler des croisements des diverses unités, les chevaux sans crampons à glace, l'épuisement des troupes, sous-équipées par ce froid d'une météo épouvantable, entre moins 12 le jour et moins 19 la nuit. Un taux de malades mais terrifiant. Non, Bourbaki et son état-major n'ont pas exploité cette opportunité à Chenevier, surtout dû à l'accumulation des points que je viens de vous citer en défaveur des Français. 17 janvier, toujours à Chenevier, toujours des combats. Et le 18, l'abbé Roy écrit « En retraite, hélas, les divers corps se replient sur Besançon. Le 19, nous marchons de Champais à Bournois, où le 18e corps organise son bivouac. Enfin, les hommes ont l'autorisation de faire du feu et de se réchauffer. Le spectacle est magnifique et d'une tristesse énorme de voir briller dans la nuit ces sans-feu et ces pauvres types fourbus, tristes, les traits tirés. Ils ont presque tous le regard perdu. Autour des foyers, et le feu crépite, ils se taisent. La 3e compagnie installe son campement au cimetière, entre les tombes et les cyprès. Le garde mobile, Émile Gouillon, est frigorifié et épuisé par cette toux qui ne le quitte plus depuis quelques jours. Il n'a plus d'appétit et son corps est incapable de garder ne serait-ce qu'un bol de soupe. De toute manière, à part 1 ou 2 biscuits et du lard rance, il n'y a plus rien à manger. Plus de café, plus de sucre. Derrière les murs de ce cimetière, il est au moins à l'abri du vent. Il parle à son camarade voisin. Je me demande comment cela va se terminer. Oui, que va devenir Émile Gouillon? Je suis dans un cimetière qui n'est pas celui de Bournois, où Émile Gouillon va passer la nuit du 19 au 20 janvier 1871. Que vont devenir ces gardes mobiles? Le froid, la maladie, sous-équipés pour l'hiver et cette température. Eh bien, derrière moi repose, ici, au cimetière des Trembières, en Haute-Savoie, repose Édouard Castres, qui a été le premier peintre de la Croix-Rouge.
et qui est l'auteur d'une fresque de 112 mètres qui se trouve au panorama de Lucerne en Suisse et qui illustre la retraite des Bourbaki, la retraite de l'armée de l'Est en Suisse. Nous allons d'ailleurs parler de la Suisse ou faire quelques allusions de la Suisse dans le prochain épisode. Eh bien, vous connaîtrez la suite et le chemin de croix de ces pauvres diables dans le prochain épisode. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.